avec beaucoup de gens qui étaient inquiets, qui ne savaient plus très bien où on en était. Est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet? Est-ce que, à nouveau, consommer les poules? Et puis, depuis peu, surtout la question des fruits et légumes de nos jardins. Donc, on aura beaucoup de questions à poser ce soir. On aura du temps pour des questions. Et pour un petit peu prendre ici. Donc, ici, va vous expliquer le moment de la soirée. Nous avons la chance ce soir d'avoir 4 acteurs locaux qui sont impliqués sur le sujet depuis le début et qui font partie des gens qui font bouger les lignes. Donc en premier, nous allons entendre Louis Delon, qui est ancien chimiste et porte-parole du collectif Osons l'Océan. C'est un collectif très actif qui organise en particulier en ce moment un prélèvement des sols pour rechercher la pollution en PFAS. Donc cette campagne sur les sols, c'est une campagne d'ampleur qui nécessite des moyens financiers. Et à ce propos, j'en profite pour vous dire qu'il y aura une petite cagnotte à laquelle vous pouvez participer si vous le souhaitez à la fin, qui sera destinée à financer cette étude. Ensuite, nous entendrons donc Émilie Rousseau, qui est journaliste, qui a fait sur le sujet un travail d'investigation énorme, qui lui a valu notamment d'être nommée pour le prix Albert Londres pour ce travail. Nous entendrons ensuite Charline Gillot, pour l'association Notre Affaire à tous, qui porte avec détermination ce sujet devant la justice. Et puis enfin, donc, nous entendrons Anne Compérin, vice-présidente à la métropole de Lyon, chargée de l'eau, qui va nous expliquer en fait tout le travail et les engagements pris par la métropole face à ce scandale sanitaire. Et comme cette soirée vous aura donné, on l'espère, envie de vous mobiliser sur le sujet, nous laisserons également la parole à un collectif citoyen local, PFAS contre Terre, qui viendra se présenter. Donc bonsoir à tous, donc Louis Delon, je représente le collectif. Je représente le collectif Osons l'Océan, donc il y a un collectif citoyen qui s'est formé de façon assez spontanée en novembre 2022, au départ dans le sud de Lyon, donc du côté du pays d'Ozon. Aujourd'hui, on s'est quand même vraiment élargi en termes de secteur, qui regroupe aujourd'hui à peu près entre 400 et 500 sympathisants, qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui sont issus de multiples communes. Si au départ on était très centré sur l'Ozon, aujourd'hui on a un périmètre d'action et d'intervention qui est beaucoup plus large. Alors ce collectif il a 3 missions principales. La première c'est d'essayer de documenter la situation de la pollution de Lyon, en tout cas sur le territoire lyonnais, et d'essayer de comprendre et de le rendre accessible à la population. C'est un exercice de vulgarisation qu'on essaie de faire depuis le début, qui n'est pas toujours évident parce que le sujet est quand même particulièrement complexe. Le deuxième, c'est d'essayer d'interpeller les pouvoirs publics et les élus. Alors ça, c'était surtout au début dans le secteur de l'Ozon, parce qu'on avait quand même des élus qui étaient relativement timides pour prendre des mesures assez fortes par rapport à la pollution qui touchait notre territoire. Et puis le troisième, c'est une démarche de sciences participatives en quelque sorte, qui vise à améliorer la connaissance de la pollution sur le territoire lyonnais. Ça vient en quelque sorte en complément du travail qui est réalisé par les autorités. Alors ces campagnes de prélèvement, aujourd'hui on en a fait 2. On a fait une première en 2023 qui portait sur une cinquantaine de prélèvements, donc c'était de l'eau au sens large. On a analysé l'eau du robinet, de puits, de rivières, des irrigations, des étangs de pêche, etc., des ruisseaux. Et on a essayé comme ça de documenter un peu, de cartographier en quelque sorte la pollution du territoire, au début principalement le sud de Lyon, un territoire qui n'était pas du tout investigué. Et en fait, on a quand même mis en évidence un certain nombre de points qui sont un peu catégorisés dans les hotspots, avec des concentrations particulièrement élevées à des zones, en tout cas des distances du site de Pierre-Emile, qui était de l'ordre de 15 à 20 km parfois. Donc, en fait, le sujet de la contamination de la pollution PFAS ne touche pas uniquement le secteur de Pierre-Emile, il est beaucoup plus large, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et puis, depuis quelques jours, on lance une étude d'imprégnation des sols. Ça, c'est assez unique, je pense, comme initiative citoyenne. Il y a 70 bénévoles qui, actuellement, se œuvrent dans tout le territoire pour faire des prélèvements. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a fait sur les œufs. Là, l'idée, il y a plusieurs objectifs. Déjà, c'est de faire le lien, d'essayer de faire le lien entre ce qu'on a observé dans la contamination des œufs et ce qu'on peut observer dans la contamination des sols. Et puis c'est aussi de regarder un petit peu
depuis le site de Pierre-Bénite, quelle est l'ampleur et le gradient de pollution qu'on peut retrouver dans tous les axes nord, sud, est, ouest. Voilà. Donc ça, c'est une étude au point actuel. Alors, les PFS, qu'est-ce que c'est rapidement? Probablement que certains d'entre vous commencent déjà à avoir une idée un petit peu plus claire de ce que c'est, mais c'est un acronyme qui signifie Poly and Perfluoroalkyl Substances, donc c'est un acronyme anglais. En français, ça veut dire molécules poly et perfluorées. Alors ça va peut-être pas beaucoup vous parler, mais en fait, c'est assez compliqué d'essayer de catégoriser les PFS comme une famille unique. En fait, c'est une famille qui est très diverse. Ça comprend beaucoup de molécules de types différents. Moi, je suis toujours très mal à l'aise en fait à l'idée de parler d'une famille. En fait, c'est des catégories de molécules très différentes. Ça revient en fait à comparer un médicament comme le Prozac avec une poêle Tefal. Vous voyez, le Prozac est un PFS. Dans les poêles Tefal, il y a des PFS. On en a dans les mousses anti-incendie, on en a dans certains textiles, on en trouve dans certains pesticides, etc. Donc en fait, c'est une famille qui est très vaste. En général, bon, c'est un sujet brûlant, évidemment, hein, depuis, en tout cas en France, c'est assez récent, depuis les révélations d'envoyé spécial. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un article qui sort sur les PFAS. C'est tant mieux, parce que ça permet d'alerter la population sur ce sujet qui est un sujet assez inquiétant. Mais il faut bien comprendre, et là, Le Monde a sorti notamment une carte interactive qui montre en Europe les différents sites contaminés au PFAS. Donc vous voyez, c'est les points rouges, les points bleus, avec les sites présumés et les sites avérés. Il faut comprendre qu'en fait, quand on parle de PFAS, et ce que révèle cette carte, c'est une catégorie de PFAS bien particulier qu'on appelle les fluorosurfactants. Donc c'est les tensioactifs fluorés, c'est la même chose. Ça, c'est des PFAS bien particuliers, c'est surtout ceux-là qui ont été étudiés. Sur le volet toxicologique, j'y reviendrai. Et en général, quand vous entendez parler de PFAS, on parle de ces molécules-là. Alors, la pollution du territoire lyonnais, en fait, elle se situe à deux niveaux, en quelque sorte. Il y a d'abord une pollution de l'eau qui est issue d'une contamination historique de la nappe qui se situe sous le site d'Arkema et de Daikin et sous le port Édouard-Herriot. En fait, c'est la nappe alluviale du Rhône. Et en fait, cette nappe alluviale du Rhône, 15 km plus bas, elle alimente 130 000 personnes par un champ captant de Ternay et 70 000 par un champ captant de Grigny. Donc en fait, il faut bien comprendre que les deux points rouges là, que vous voyez à Grigny et à Ternay sont connectés directement avec la nappe qui se trouve plus au nord, dont on sait qu'elle est contaminée. Et puis il y a une autre source de contamination potentielle, c'est que pendant des décennies, Arkema a rejeté directement les déchets de sa réaction, en quelque sorte, qui contenaient des PFAS, directement dans le Rhône. Donc, on sait que le Rhône interagit avec sa nappe, donc il y a des connexions qui peuvent se faire entre le Rhône et la nappe. On ne sait pas très bien encore aujourd'hui le quantifier, mais voilà, on sait qu'en tout cas, la contamination de l'eau peut venir de ces deux sources de contamination. Donc ça, j'ai repris une image qui avait été publiée à l'époque par France 3 qui montrait quels étaient les secteurs qui étaient touchés, donc, qui s'alimentaient grâce au choc captant de Ternay ou de Grigny. On voit que c'est un secteur très élargi. Ça porte à peu près sur 200 000 personnes. Il y a une zone rouge dans laquelle on est nous, qui est le pays de Lauson. Et puis, vous avez ensuite une zone orange et une zone jaune. Et en fait, ça, c'est la couleur représente le degré de contamination avec une contamination qui va entre 70 et 200 grammes par litre à peu près pour la contamination. Alors aujourd'hui, la nouvelle norme européenne qui s'applique, qui est une norme de qualité sur l'eau potable, est 200 nanogrammes par litre. Donc ça veut dire que dans la zone rouge, on est entre 1,8, 2 fois la norme applicable. D'où vient cette pollution? Bon, il semble évident aujourd'hui qu'une des origines de la pollution, c'est le site industriel de Pierre-Bénite, avec deux entreprises, Arkema et Daikin, qui utilisent des molécules ou leurs produits de dégradation qu'on retrouve dans l'eau potable des champs captants de Ternay et de Grigny. On estime, ça c'est un rapport qui a été commandité par Arkema, donc chiffre à prendre avec précaution évidemment, mais qu'il y aurait entre 40 et 100 tonnes de PFS qui auraient été déversées dans le Rhône depuis qu'ils les utilisent, avec des molécules relativement différentes. Donc, PFOA, PFNA, c'est plutôt des molécules ancienne génération, je vous expliquerai ce que c'est. PFHXA, c'est du FDS, c'est plutôt des molécules nouvelle génération. Il y a aussi un événement qui est survenu en 1987, qui est l'incendie du port Édouard-Herriot, dont on suppose que, on sait qu'il y a des mousses
incendies qui ont été utilisés, qui sont estimés à peu près à 200 tonnes de mouches anti-incendie qui ont été utilisées pour éteindre le port. Évidemment, ces mouches anti-incendie, elles sont imprégnées de PFAS, de l'ordre de peut-être 0,5, 1%, 1,5%, c'est difficile de savoir. Et on peut estimer qu'il y aurait peut-être 1 à 2 tonnes de PFAS qui auraient été déversées sur les sols du port Édouard Herriot. Et évidemment, par percolation, ensuite, qui aurait pu atteindre la nappe souterraine. Alors, à Pierre-Bénite, il y a un sujet qui est un vrai sujet. Bon, l'eau que vous buvez à Pierre-Bénite n'est pas une eau contaminée au PFAS et à Oulin, puisque c'est l'eau qui vient du Chocatan de Crieux-Charny plus au nord, qui est censée être beaucoup moins contaminée. Par contre, il y a une pollution de l'air qui semble assez évidente au résultat des analyses qui ont été réalisées par les autorités. Et cette pollution de l'air, évidemment, quand vous émettez ces molécules dans l'air, elles vont se fixer sur les particules de l'air, et puis les gens qui respirent vont forcément avoir une imprégnation à ces molécules en fonction de la concentration qu'on va retrouver, qui a été rejetée au fil des années. Et puis il y a une contamination aussi indirecte, qui est que ces particules d'air, lors d'événements humides ou secs, vont à un moment donné tomber au sol, et en tombant au sol, elles vont contaminer les sols, et indirectement, les œufs des poules qui picorent ces sols à la recherche de petits vers de terre. Et donc, in fine, les personnes qui vont consommer ces œufs. Il y a des analyses qui ont été faites par les autorités. Alors là, j'ai mis dans ça, c'était les 4 premières villes, il me semble, qui avaient été investiguées. Donc, il y a Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Grigny et Oulin. J'ai mis des valeurs les plus importantes qui ont été retrouvées. Mais ce qu'il faut retenir ici, donc, le seuil réglementaire pour les œufs, c'est 1,7 microgramme par kilo. Vous voyez, c'est la petite ligne en vert. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Pierre-Bénite, on a trouvé jusqu'à 26 fois la norme réglementaire dans les œufs. Hein, pour 4 PFAS, qui sont le PFNA, le PFOA, le PFHXS et le PFOS. Donc la norme pour les œufs comporte 4 molécules. Ce qu'on peut quand même noter, et qui est quand même assez clair sur ce schéma, c'est que le PFNA, c'est la majeure partie, enfin c'est la majorité de la concentration en PFS qu'on retrouve dans les œufs. Le PFNA, c'est la molécule qui a été utilisée par Arkema de 2003 à 2016-2017. Et donc, c'est quand même un peu une signature chimique, si vous voulez, de la contamination des œufs. Ça, c'est une carte du progrès qui était sortie, en fait, suite à ces résultats. Ils ont investigué un secteur un peu plus élargi, que vous voyez ici en orange. Et donc, dans ce secteur-là, l'ARS a mis une recommandation de non-consommation des œufs de poule des particuliers parce que les taux de PFS relevés étaient inquiétants. Par la suite, nous, on s'est posé dans le collectif assez rapidement demander à ce que les autorités investissent aussi notre territoire, qui, même s'il est situé à une zone plus éloignée de l'usine, il nous semblait quand même important de vérifier qu'on ne retrouve pas ces molécules dans des concentrations qui soient disproportionnées. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe ça, donc les autorités ont élargi en quelque sorte le spectre d'analyse. En fait, ce qu'on observe globalement, c'est qu'on a une contamination qui va relativement loin. Dans le secteur de Chasse-sur-Rhône, Communaie, on a des œufs qui sont contaminés à des degrés supérieurs à la norme de 1,7 microgramme par kilo. Donc vous voyez tout ce qui est en jaune, en rouge, en orange et en noir, c'est les œufs qui sont non conformes. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un couloir de contamination qui, en gros, prend un axe nord-ouest-sud-est, et quand on regarde la rosée des vents de Pierre-Bénite, on voit que ça suit globalement la direction des vents dominants. Alors, les PFAS, il faut comprendre que c'est des molécules qui sont utilisées depuis plusieurs décennies. Historiquement, il y avait quelques molécules qui étaient utilisées de façon très importante, notamment le PFOA, le PFNA, le PFOS. Alors, PFOA, PFNA, c'est des molécules qui ont été utilisées par le site industriel de Pierre-Bénite pendant plusieurs décennies. Ça, c'est ce qu'on appelle des chaînes longues, tout simplement parce que la chaîne chimique est longue. Donc, ça, les chaînes longues, c'est des molécules historiques. Ces molécules, elles sont bioaccumulables et toxiques, c'est quand même relativement bien documenté aujourd'hui. Et en fait, à partir du début des années 2000, quand le scandale aux États-Unis a commencé à éclater, les scientifiques, les agences réglementaires se sont emparés du sujet et ont commencé à taper un peu les points sur la table en disant bon, mais ces molécules-là, elles sont inquiétantes, on a des indices qui montrent qu'elles ont une toxicité importante, il va falloir arrêter de les produire. Qu'ont fait les industriels? Ils ont, comme ils font à chaque fois, de toute façon,
ils les ont substitués, et donc ils les ont substitués par des molécules similaires, mais vous voyez, elles sont plus petites, donc on les appelle les chaînes courtes, ou en tout cas leur produit de dégradation donne des chaînes courtes, et ça c'est ce qu'on appelle des molécules de nouvelle génération. Alors ces molécules-là, elles étaient réputées moins bioaccumulables et moins toxiques, c'est quand on lit la littérature scientifique, où globalement c'est ce qui est dit. Il y a quand même quelques nuances à apporter par rapport à ça, mais j'y reviendrai. Mais ce qu'il faut noter, c'est que toutes ces molécules-là, qu'elles soient historiques ou nouvelle génération, elles sont persistantes dans l'environnement. C'est-à-dire que la chimie du vivant, les micro-organismes ne savent pas les dégrader, donc elles sont très persistantes, et à partir du moment où elles sont rejetées, elles vont s'accumuler dans les différentes matrices environnementales, et c'est ce qui leur vaut aujourd'hui le surnom de polluants éternels. Alors, la toxicité des PFAS, c'est un sujet qui est assez complexe à aborder. Je vais essayer de vous en donner une grille de lecture, qui est une grille de lecture sur laquelle on a un petit peu travaillé dans le collectif. En général, la toxicité d'une molécule, on la caractérise par sa valeur toxicologique de référence. Donc, on appelle ça une VTR. Une valeur toxicologique de référence, une valeur seuil en dessous de laquelle une exposition sur long terme peut être considérée comme sans effet pour la santé. Du coup, on l'exprime en microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Donc, c'est une dose hebdomadaire tolérable. On considère qu'une dose hebdomadaire tolérable en dessous de la valeur toxicologique de référence et une dose hebdomadaire acceptable. Alors en France, c'est l'ANSES qui est en charge de l'établissement de ces valeurs, et en fait, les sources principales de documentation qu'utilise l'ANSES pour établir ces valeurs toxicologiques de référence, elles sont assez diverses. D'un point de vue scientifique, en fait, il faut une revue de la littérature scientifique. Et dans cette littérature scientifique, ils vont trouver des études épidémiologiques, des études toxicologiques. Donc épidémiologique, c'est des études sur l'homme. Toxicologique, c'est en général des études sur l'animal. Et aussi quelques tests in vitro. Ça, c'est soit pour faire de la toxicologie mécanistique, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes d'action qui amènent un effet toxique, soit pour, par exemple, déterminer la génotoxicité, donc l'effet cancérigène, le fait qu'une molécule puisse modifier l'ADN d'une cellule. Alors si on regarde les VTR, donc ça c'est l'ANSES en 2007 qui a travaillé, qui a publié ces valeurs toxicologiques de référence. On voit à gauche, donc en jaune, PFBA, PFBS, PFHXA, c'est les molécules de nouvelle génération, les chaînes courtes. Et à droite, les anciennes des générations, donc en bleu, PFHXS, PFOS, PFOA. Alors il faut comprendre que ce chiffre, plus il est élevé, moins la molécule est toxique, puisque plus la valeur tolérable admissible est élevée. Donc si la valeur tolérable admissible est élevée, plus elle est élevée, moins la molécule est toxique. Donc ça veut dire que plus le chiffre est faible, plus la molécule est toxique. Donc si on regarde par exemple ces 6 molécules, on compare les 3 nouvelles générations avec les 3 anciennes générations, on se rend compte qu'effectivement, les anciennes générations sont plus toxiques que les nouvelles. Il faut quand même souligner que des VTR pour les PFS, en fait, on en a très peu. L'ANSES de mémoire en a publié 8, alors qu'il y a des centaines, des milliers de molécules potentiellement qui sont concernées. Alors pourquoi est-ce que c'est une généralité à nuancer? Parce qu'en fait, dans la littérature scientifique, il y a 2 molécules qui sont les molécules historiquement les plus utilisées, le PFOA et le PFOS, qui, eux, ont fait l'objet de milliers de publications scientifiques sur le sujet, et vraiment des milliers. Et donc, la toxicité de ces 2 molécules-là est quand même relativement bien documentée. On est capable aujourd'hui d'avoir une vision assez claire de la toxicité de ces molécules, ce qui est loin d'être le cas pour toutes les molécules. Vous voyez ici le nombre d'études qui ont été menées chez l'homme. Alors, ça ne sert à rien de regarder les détails, il faut juste voir la tendance. Le nombre d'études qui ont été menées chez l'homme, chez l'animal et les études in vitro, donc le type d'études avec lesquelles les agences tentent d'évaluer la toxicité des molécules, ben vous voyez bien qu'il y a quelques molécules pour lesquelles il y a beaucoup d'études qui sont relativement bien documentées, et puis il y a beaucoup en fait, où on a très peu d'études. Donc les scientifiques sont quand même très vigilants là-dessus en disant oui, effectivement, il y a a priori une tendance qui montre que certaines molécules de nouvelle génération sont moins toxiques que les anciennes, mais c'est pas vrai pour tout d'abord. Donc ça ne s'applique pas à toutes les molécules. Et puis ensuite, il faut être très prudent parce que par le passé, on a déjà eu ce genre de problématiques. Je pense notamment au bisphénol A, mais il y en a d'autres. Où en fait, on a pensé que des substituts n'étaient pas très toxiques, et en fait, il s'avère aujourd'hui qu'ils sont aussi toxiques que la molécule qu'ils étaient censés solutionner. Donc l'impact sanitaire des PFAS, aujourd'hui, qui est en général, quand on vous parle d'impact sanitaire sur les PFAS, il faut bien comprendre que c'est quelques molécules. Et en général, c'est les molécules ancienne génération. Donc, ce qui est relativement bien documenté, on sait qu'il y a un impact sur la thyroïde, ça peut avoir un impact sur les maladies métaboliques, donc les taux élevés de cholestérol sérique, certains cancers, le rein, le testicule, etc.
Et puis, depuis une dizaine d'années, il y a quand même un effet assez préoccupant, qui préoccupe beaucoup la communauté scientifique en tout cas, c'est le caractère immunotoxique, c'est-à-dire le fait que ces PFAS puissent induire une diminution de la réponse vaccinale chez les enfants. Ça, c'est des études qui ont été relativement bien documentées dans les années 2010 à 2020 et qui ont montré qu'à très très faible concentration, ces molécules pouvaient avoir un impact sur la réponse vaccinale des enfants. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais... Et puis le deuxième aspect, il faut bien comprendre que les valeurs toxicologiques de référence, elles évoluent avec le temps. Elles évoluent avec le temps parce qu'avec le temps, l'état des connaissances s'améliore. Et là, pour illustrer ça, vous voyez, en 2008, l'EFSA, qui est l'Agence européenne de santé et de l'alimentation, avait émis une recommandation, une dose journalière tolérable pour le PFOS et le PFOA, donc les deux molécules dont je vous ai dit qu'elles avaient été les plus documentées et les plus produites depuis les années 60. Et vous voyez, on est à 150 nanogrammes par kilo de poids corporel par jour, 1500 nanogrammes par kilo de poids corporel par jour pour le PFOS et le PFOA. Et en fait, en 2018, l'EFSA a commencé à réviser ces valeurs. Et vous voyez qu'il y a une diminution significative. Hein, on divise par 80 et par 1760 la VTR du PFOS et du PFOA. En 2018, ils avaient dit attention, c'est une valeur provisoire, elle va évoluer. Et elle a effectivement évolué en 2020. Et en 2020, on est tombé à 0,6. Donc vous voyez qu'on passe de 1650 pour 2 PFAS à 0,6 et en plus on y ajoute 2 autres molécules qui sont aussi très bioaccumulables que sont le PFNA et le PFHXS. L'autre aspect qui est important d'avoir en tête évidemment, c'est que quand on parle de valeur toxicologique de référence, c'est lié au poids corporel de l'individu, donc les enfants sont évidemment plus exposés que les adultes. La dose journalière admissible pour un enfant est plus faible que pour un adulte. Là, à titre de comparaison, on voit qu'un bébé de 3 kg, si on suit la recommandation de l'EFSA, c'est 1,8 nanogrammes par jour de PFAS, alors que c'est 48 pour un adulte de 80 kg. Pour ce qui est de la réglementation, elle est relativement récente. Il y a une réglementation européenne qui est sortie pour l'eau et pour l'alimentation. Donc pour l'eau, en fait, on a pris 20 PFAS. Il y a 14 chaînes longues, donc 14 molécules d'ancienne génération, 6 chaînes courtes, donc 6 molécules de nouvelle génération. Et en fait, il faut que, pour que la norme de qualité soit respectée, que la somme des concentrations de ces 20 PFAS soit inférieure à 100 nanogrammes par litre. Puis quand on regarde pour l'alimentation d'origine animale, là, il n'y a plus de 4. Alors, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il y en a 20 pour l'eau et pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus de 4 dans l'alimentation. Et vous allez voir, ça a son importance. En fait, c'est difficile d'avoir une réponse absolue sur le sujet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 2018-2019, l'Europe a demandé à ses États membres, la Commission européenne a demandé à ses États membres d'envoyer des échantillons et d'analyser des échantillons de denrées alimentaires pour évaluer un peu l'imprégnation de ces denrées alimentaires par rapport au PFAS. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que ces 4-là, c'était celles qui revenaient le plus souvent et qui portaient sur la qui en tout cas représentaient la majorité de la contamination des denrées alimentaires. Donc, vous voyez, pour les œufs, pour la viande, pour le poisson, pour le crustacé, puis il y en a d'autres, il y a des normes qui ont été émises. Alors j'ai mis 1700 nanogrammes par kilo, ça revient à 1,7 microgrammes par kilo, c'est la même chose, hein, c'est juste un changement d'échelle. Mais comme on parle de 100 nanogrammes par litre pour l'eau, j'ai essayé d'harmoniser un petit peu les chiffres. Pourquoi ça a son importance? Parce que, vous voyez, ici, donc, une fois que Louis a dit tout ça, il ne reste plus grand-chose à dire. Non, je plaisante. Je vais essayer de... Très près, là, vous m'entendez mieux? Oui. Je vais essayer de vous faire un petit peu un état de la contamination qu'on a ici chez nous. Mais d'abord, je vais commencer avec un truc qu'on est rarement d'accord ensemble avec Louis, c'est sur cette histoire de famille de PFAS. C'est vrai que la famille des PFAS, c'est une famille extrêmement large, presque 10 000 molécules, et dedans, on va trouver des surfactants, des monomères, des polymères, et c'est un peu comparer des choux à des patates. Mais il n'empêche que ça reste des légumes, et que c'est pas moi qui le dis, et c'est l'OCDE qui a une définition de la famille des PFAS qui est volontairement très large, et je reviendrai ensuite pourquoi est-ce que l'OCDE et l'Europe ont décidé de garder cette définition. Et la première raison, par exemple, c'est pour vous dire que Arkema est un des 5 sites, Arkema et Daikin sont 2 des 5 sites de production de PFAS. Et j'insiste sur production, parce que c'est souvent un élément de langage que j'ai entendu encore pas très longtemps par le directeur d'Arkema sur BFM. Le produit d'Arkema, c'est un PVDF, c'est un polymère, c'est un PFAS, au sens de la définition
de l'Europe. C'est pas un fluorosurfactant, donc c'est pas celui qu'a mentionné tout à l'heure Louis, c'est pas un PFOA, un PFNA, etc. Mais ça reste un PFAS. Donc c'est pas ces molécules-là qu'on va rechercher, c'est pas ces molécules-là qui aujourd'hui posent problème, c'est les molécules qu'on va utiliser pour fabriquer ce produit, mais il n'empêche qu'au final, quand bien même, et on y reviendra, les industriels vont nous dire on va arrêter d'utiliser des PFAS, peut-être qu'ils vont arrêter d'utiliser des PFAS pour faire des PFAS, mais ils continueront à faire des PFAS. Voilà, déjà c'est pour restituer un petit peu le truc. Donc Louis l'a dit, il y a plusieurs générations de PFAS, et selon les batteries dans lesquelles on va les rechercher, on a différentes typologies de PFAS. Par exemple, dans les sols, on va surtout retrouver ce qu'a dit Louis, les vieux PFAS, c'est-à-dire le PFNA, le PFOA, dont la plupart aujourd'hui sont encore interdits, mais qui sont dans nos sols pour des centaines, voire des milliers d'années. Et le point le plus contaminé chez nous, c'est le stade du Brotillon. Vous en avez probablement entendu parler. Il a d'ailleurs été fermé au tout début quand on se disait « Ah, les PFAS, c'est quoi ?» On l'a fermé, puis on l'a rouvert. Et donc, ce stade-là, il a... Alors, je vais vous donner une avalanche de chiffres. Vous ne les retenez pas, mais c'est pour voilà, vous donner un ordre de grandeur. Il a 14 fois plus de PFAS que la norme qui est en vigueur au Danemark pour les jardins privés et les parcs. Il a 51 fois plus de PFAS que la norme hawaïenne, et il a, je sais plus, je crois, une vingtaine de fois plus que la norme aux Pays-Bas, et à chaque fois, on parle de normes qui s'adressent aux parcs, aux jardins d'enfants, aux jardins privés. Il y en a aussi dans les écoles de Pierre-Bénite. Il y en a jusqu'à 110 microgrammes dans une école, je crois que c'est celle de Paul Éluard, par kilo, donc. Et donc, pour comparaison, à Anvers, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale de 3M à Anvers, qui a fait beaucoup parler au niveau européen et qui a contraint le pays à légiférer en matière de PFAS, et bien, il y en avait 70. Donc 110 contre 70. Donc on est, dans les écoles, on est 38 fois au-dessus de la norme hawaïenne. Il y en a dans les parcs maniliers, il y en a dans les parcs Trassariou, je ne vais pas vous donner à chaque fois les ordres de grandeur, mais voilà. Et il faut retenir quand même que plus on s'éloigne de l'usine, moins il y en a, moins les concentrations sont importantes. Donc, à Oulin, il y en a un petit peu moins, mais vu que maintenant on est à Oulin-Pierre-Bénite, c'est le problème de tout le monde. Donc du coup, pourquoi est-ce que je compare à des normes, la norme hawaïenne? Parce qu'en fait, il y a très peu de pays qui ont des normes. Et la France, on est, je sais pas, 10 ans, voire 15 ans à la traîne par rapport à d'autres pays. Louis l'a mentionné tout à l'heure, les Pays-Bas, c'est un des pays d'Europe qui est le plus avancé, notamment parce qu'ils ont le fameux facteur de relative potency, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de trouver des moyens de pouvoir faire des VTR pour certains PFAS, même si on avait peu de données sur ces PFAS-là, donc ils sont vraiment très en avance. Mais nous, voilà. On en a très peu dans les sols, on n'en a pas du tout dans l'air. Il y a aussi peu de valeur de comparaison dans l'air. Et dans l'air, on va retrouver surtout les nouveaux PFAS, c'est-à-dire ceux qu'utilisent actuellement les industriels, donc PFHXA, C2FTS, etc. Et on en retrouve dans des proportions vraiment plus importantes que ce qu'on appelle les facteurs témoins. C'est-à-dire que pour comparer, on a été faire des prélèvements, je ne sais pas moi, tout au nord de Lyon, où il n'y a a priori pas de site de production de PFAS. On l'a comparé avec chez nous et on s'est rendu compte qu'on avait des fois jusqu'à 30 fois plus de PFAS ici. Et on en a à la gare d'Oulin, on en a au stade de Gerland, donc quand on va prendre le métro, on respire du PFHXA. Et ça, Louis l'a dit tout à l'heure, c'est toujours un sujet. Vous avez suivi l'actualité, il y en a dans les légumes et il y en a dans les œufs. Alors je vous épargne les chiffres, mais là c'est le même principe. Plus on est proche de l'usine, plus il y en a, plus on s'éloigne, moins il y en a. Donc c'est pour ça que la préfecture a décidé de prendre un périmètre de 500 mètres autour de l'usine, 500 mètres autour du nuage d'émission de l'usine. Donc, encore faut-il savoir où s'arrête le nuage, mais en tout cas, à 500 mètres du nuage, on ne mange pas nos légumes. Et nos œufs, à Oulin, il y a des endroits, en fait, Oulin, où quand on est à la Soleil, les taux sont plus élevés. Quand on est un peu plus vers Chaponneau, il y en a moins. Mais on a quand même trouvé des fois des trucs un peu bizarres avec des molécules comme le PFOS. Par exemple, dans certains œufs, il y avait du PFOS, alors que ni Arkema ni Daikin ne l'ont jamais utilisé. Mais le PFOS, c'est une des molécules les plus
diffusés dans l'environnement aujourd'hui, donc on en trouve à peu près partout, mais là on en trouve quand même à des taux assez élevés. Voilà, et puis du coup, ce que nous on a fait il y a un an, France Télévisions, c'est qu'on a décidé de faire des analyses dans le sang des riverains, parce que c'était une demande que les riverains faisaient depuis très longtemps et qui va être fait à échelle beaucoup plus large par la métropole de Lyon. Mais nous, on a fait une dizaine vraiment de riverains très très proches de l'usine. Et là, les habitants de ce quartier, ils sont 7 fois plus exposés au PFNA, c'est la molécule dont parlait Louis, celle qui a utilisé Arkema, donc 7 fois plus exposés au PFNA que le reste des Français. Donc bon, quand on a dit ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça ne veut pas dire que c'est forcément toxique, sauf que 80% de l'échantillon était au-dessus d'une valeur américaine selon laquelle il faut faire des examens médicaux de manière plus poussée. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'en fait, comme on n'a pas, nous, de normes toxicologiques, on est obligé d'aller chercher à l'étranger, et aux États-Unis, vous avez cette eau-là, vous passez des examens tous les 6 mois. Donc voilà. Dans l'eau du Rhône, évidemment, vous avez suivi, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas dans notre eau potable, il a dit, mais je le redis, c'est quand même important de le dire. En tout cas, à Pierre-Bénite et à Oulin, comme on boit l'eau qui vient de Crépy-Charny, il y a des PFAS, mais il n'y a pas autant de PFAS, très peu. Il y en a partout de toute façon, mais il n'y en a pas du tout dans les niveaux de Ternay. Et enfin, je terminerai. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau législatif? Donc, Louis l'a dit, il y a la fameuse norme sur l'eau, qui est appliquée chez nous, parce qu'elle est appliquée pour l'instant là où on sait qu'il y a des PFAS. C'est une astuce juridique qui m'échappe, mais en tout cas, on ne l'applique que là où on sait qu'il y a des PFAS. Comprenez, évitez d'en rechercher, mais bon, voilà. Et après, en 2026, ça s'appliquera sur tout le territoire. La problématique de cette norme-là, vous l'avez peut-être déjà un peu compris, mais c'est qu'il n'y a que les vieux PFAS dedans. On parle des vins PFAS, certes les plus toxiques, mais aussi les plus anciens. Donc par exemple, la molécule qu'utilise aujourd'hui Arkema, le site de FDS, n'y est pas dans cette norme-là. Et ce qui est en train de se passer, qui se joue en ce moment à l'Europe et qui est important, c'est que donc il y a 5 pays qui ont proposé la restriction, enfin l'interdiction en fait, de toute la famille des PFAS. Et ça c'est super important parce que comme l'a dit Yubi tout à l'heure, la famille des PFAS elle est très large, mais justement pour éviter ce qu'on appelle la substitution regrettable, c'est-à-dire un industriel qui abandonne une molécule puis en utilise une autre de la même structure ou des fois ils font des mélanges de PFAS un peu, voilà. Pour éviter ça, et du coup ces 5 pays-là ont proposé la restriction de toute la famille de PFAS. Autant vous dire qu'il y a du lobbying qui s'organise, parce que vous l'aurez compris, des PFAS il y en a partout, donc il y a quand même un vrai enjeu économique à interdire. Demain on interdit les PFAS, on n'a plus de téléphone, on n'a plus de pacemaker, voilà, c'est des exemples, mais donc il y a un réel enjeu économique et sociétal, et le lobbying s'occupe de le défendre. Donc cette restriction-là, à mon avis, avant l'horizon 2027, pour l'instant l'horizon c'est 2027, mais vu l'effort de lobbying, et si on se base par exemple sur l'interdiction du glyphosate, on a encore quelques belles années avant que cette interdiction passe. Et donc tout l'enjeu pour la France, ça va être, est-ce qu'on attend la législation européenne ou pas pour commencer à légiférer sur les PFAS? Il y a une proposition de loi qui va être examinée à l'Assemblée, je crois que c'est le 4 avril, avec déjà quelques premières mesures. Donc voilà, l'enjeu c'est de se dire, est-ce qu'on attend complètement l'Europe ou est-ce qu'on commence quand même, sachant qu'on est déjà super à la traîne par rapport aux pays européens, est-ce qu'on commence déjà un petit peu à poser des jalons et à avancer? Et puis je terminerai vraiment là, du coup, en disant que ici, la situation c'est que en attendant cette réglementation totale des PFAS, les rejets continuent. Les rejets de nouvelles générations de PFAS, certes, mais les rejets continuent. Bien sûr, depuis maintenant, il y a des stations de filtration installées sur les usines qui filtrent les rejets de PFAS dans l'eau, mais il reste la question de l'air. Et Arkema, par arrêté préfectoral, s'est engagé à ne plus utiliser de PFAS à la fin de 2024. Donc, il ne va plus utiliser de surfactants, mais il va continuer à produire un PFAS. Daikin ne s'est engagé à rien du tout, donc même s'il filtre l'eau, il continue d'utiliser des PFAS.
Et en plus, il continue d'être émis dans l'air à chaque fois. Et du coup, les pistes de dépollution n'ont, à ma connaissance, encore jamais été évoquées pour l'instant. Vous direz, Anne, je crois que dans l'eau, on parle plutôt de dilution, et que pendant qu'on se parle, ensuite, ils boivent toujours une eau qui est polluée. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour les questions. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. J'aurais juste voulu savoir quels sont les 5 pays qui sont moteurs de cette tentative de législation. La colle. Vous me posez la question. La Danemark, la Norvège, L'Italie aussi, je pense. en tout cas, il n'y a pas la France. L'Italie, je crois qu'ils ont eu des gros soucis. L'Italie, peut-être, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Norvège ou Suède, je sais plus trop, et je vais vérifier sur mon iPhone. Moi, je vous pose une autre question. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts pour consommer local. Donc là, si on veut consommer des fruits et légumes et des œufs pas trop éloignés, d'où il faut acheter ces légumes et ces œufs? Est-ce que je les charlie, tout ça, c'est bon, ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors ça, c'est pas tellement à moi de le dire. Je vous encouragerais à poser la question à l'Adrial. Il y a des analyses qui ont été faites dans les légumes des Lyonnais et je crois aussi chez vous, dans le sud. L'ARS, voilà. Mais aucune recommandation sanitaire n'a été prise. Mais vous, sur les mesures constatées, les œufs, ils peuvent être contaminés Alors, moi, il se trouve que je suis maraîcher. Évidemment, inquiet par rapport à cette pollution, parce que j'irrigue aussi mes légumes bio, alors pas que le bio, mais en partie. Les analyses sur les légumes qui ont été faites par la BRAF, donc, qui est allée dans plusieurs exploitations du sud, de l'est et de l'ouest lyonnais. Il y a quelques endroits où on va retrouver quelques traces de PFAS, notamment dans les légumes feuilles, mâches, salades ou blettes. Le maximum qu'on ait trouvé, c'est, pour la somme des 4 PFAS dont je vous ai parlé, c'est 40 nanogrammes par kilo. Si on met en comparaison, enfin en perspective par rapport aux œufs, où là on atteint parfois 40 000 nanogrammes par kilo, on est sur des taux de contamination qui sont relativement faibles et relativement modérés. Donc, toutes les analyses aujourd'hui, les analyses qui ont été faites sur pommes de terre, sur aubergines, sur tomates, on n'a pas trouvé de traces de ces PFAS-là. Donc, pour les légumes, c'est quand même malgré tout des résultats qui sont relativement rassurants. Là où c'est plus inquiétant, c'est sur dans l'environnement très proche des usines, puisque là, les jardins ouvriers d'Arkema ont réveillé des autres PFAS, c'était beaucoup plus inquiétant que ça. Mais sur les exploitations maraîchères qui ont été étudiées, bon, ça c'est mon point de vue et c'est ma vision aujourd'hui, il n'y a pas de résultats alarmants. J'ai eu des questions cette semaine par des gens qui étaient très préoccupés par ce qu'on a entendu depuis une semaine. Donc, il était recommandé de ne pas consommer les fruits et légumes dans un rayon de 500 mètres autour de l'usine. Les gens disaient, mais et si j'arrose mon potager avec l'eau du robinet? Alors je sais qu'on sait qu'il faut économiser. Mais voilà, on me demandait des techniques pour l'irrigation, si on met une serre par-dessus. C'est vrai qu'on est tous très déçus de cette nouvelle. Je ne sais pas s'il peut donner des recommandations concrètes. C'est compliqué moi je pense que la seule façon de répondre à cette question, c'est de faire analyser les fruits ou les légumes. Donc par exemple, sur le secteur de Boulogne-Pierre-Bénite, mais c'est pas dans tous les secteurs, parfois il y a des prélèvements qui sont faits à 100 mètres d'intervalle,
en fait, on trouve des valeurs qui sont extrêmement différentes. C'est-à-dire des œufs qui vont être conformes avec des taux très importants, et puis des œufs à 100 mètres de là qui vont être conformes avec des taux beaucoup moins importants. En fait, c'est compliqué parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'informations dans la littérature scientifique sur les dynamiques de migration des PFAS dans les fruits et les légumes. Ce que j'ai pu comprendre quand même, c'est que la capacité des sols à piéger en quelque sorte ces molécules, elle est très dépendante du type de sol que vous avez. Elle est dépendante aussi de si vous avez un sol qui est riche en matière organique ou pas, enfin voilà, de sa structure, est-ce que c'est un sol argileux, est-ce que c'est un sol limoneux, sableux, etc. Et en fait, aujourd'hui, c'est difficile de faire des généralités, et de deux, d'avoir une grille de lecture qui soit très claire. Donc, pour moi, la seule façon de savoir si les œufs de poule, les légumes, les fruits sont imprégnés, c'est de faire des prélèvements. Oui, ça coûte, effectivement. Oui, bonsoir. Une question. Les rejets d'Arquerin et d'Akin, donc on parle de rejets qui existent depuis 20 ou 30 ans, j'imagine. Est-ce qu'on a des études, enfin des résultats d'études épidémiologiques, statistiques sur les maladies dans les environs qui ont pu être faits sur ces durées et qui peuvent illustrer les problèmes de santé D'études épidémiologiques, par exemple, sur les salariés, non. En fait, on a, dans notre enquête, on avait réussi à trouver retrouver les prélèvements sanguins des salariés, parce qu'en fait, ils sont monitorés tous les ans, et ils ont des PFAS dans le sang à des niveaux parfois assez élevés, et ils en ont moins depuis qu'on a arrêté d'utiliser les anciennes molécules, mais comme on ne cherche pas forcément les bonnes molécules, voilà. Après, si par exemple on parle du CISDEFTS et du PFHXA, non, on n'a pas d'analyse ni toxico, ni épidémio, ni d'imprégnation. On n'a rien du tout, et même si on parle à l'échelle globale, je ne crois pas qu'on ait d'études épidémio. Épidémio, c'est quand c'est sur l'humain. Ni sur PFHXA, ni sur CISDEFTS, encore moins sur CISDEFTS. En fait, ce sont des modes. Oui, voilà, il y en a sur les rejets actuels. Je veux dire, des statistiques sur les cancers, par exemple, à différentes distances par rapport à l'usine. Ah, vous voulez dire Pierre-Bénite? Non. Oui, voilà. Ouais, non, on n'a pas ça. Alors, il y a la fameuse étude ORS qu'on a citée plusieurs fois, mais qui d'abord est quand même assez datée, qui est pas... On n'a pas cherché forcément les maladies qui correspondaient au PFAS. Certes, à Pierre-Bénite, il y a 2 fois plus de diabète que dans d'autres villes, mais bon, c'est aussi le cas, par exemple, à Vanvelin. Certes, il y a une prévalence de cancer du sein, de maladies cardiovasculaires, etc. Mais on n'a pas fait d'études épidémiologiques par rapport à ça, mais je vais peut-être laisser parler Anne, parce que c'est ce qu'elle serait prévu faire. Je crois que Hollande, c'est... Ah oui, je l'ai présenté tout à l'heure, puisque justement la métropole a mis en place une stratégie d'amélioration de la connaissance devant le vide, en fait, actuel des données et devant l'inertie de l'État vis-à-vis de ces questions. La métropole se saisit du sujet. Je vous présenterai l'ensemble de la stratégie qu'on a mise en place au niveau métropolitain, justement pour améliorer la connaissance à plein de niveaux. Juste rajouter qu'il y a énormément de PFAS dans les emballages alimentaires aussi, on ne l'a pas mentionné, dans les instruments de cuisine, etc. Et ça, c'est vraiment une des sources qu'on peut supprimer, chacun d'entre nous. Veillez vraiment aux emballages alimentaires. Vous avez parlé de faire des analyses, mais par quels laboratoires est-ce que vous êtes adressé? Oui, vous avez parlé de faire des analyses, les deux notamment. Vous avez parlé de faire des analyses. Quel laboratoire s'adresser pour faire des analyses chez soi? Alors, je n'ai pas la réponse, il y a des laboratoires qui le font, mais le problème avec les laboratoires, c'est que souvent, ils refusent de faire les analyses aux particuliers. Enfin, nous, en tout cas, on a beaucoup dans le collectif de gens qui ont essayé de faire analyser leurs œufs. En fait, la réponse est souvent la même, c'est on réserve ça aux municipalités, aux pouvoirs publics, etc. Et donc, je ne sais pas.
j'ai pas de réponse pour ça. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur les solutions qui sont envisagées pour l'Ouest lyonnais notamment. Donc, on a vu que les taux dépassaient les normes qui seront en vigueur en 2026. Mais non, ah c'est bon. Une des solutions que j'ai entendues, c'est que ce serait de diluer les eaux qui alimentent l'Ouest lyonnais pour passer sous le seuil qui sera en vigueur en 2026. Est-ce réellement une solution quand on voit qu'on impose entre guillemets aux industriels de filtrer leurs effluents? Pourquoi est-ce qu'on ne filtre pas plutôt l'eau qui est distribuée l'Ouest lyonnais? Ça aussi, j'ai prévu de vous le présenter après. Donc, je vais laisser la parole à Louis-Émile Rousseau pour qu'il vous réponde sur l'intervention qu'ils ont faite et puis on reviendra sur tous ces sujets ensuite. Je crois qu'il restait encore une question par ici. Ah, vous avez changé. Une dernière question, peut-être, Nora? Une question toujours sur l'eau. La récupération des eaux pluviales, je suppose qu'elle est contaminée aussi. Oui, alors On c'est... peut arroser des jardins, quelque chose comme ça. En fait, à Pierre-Bénite, c'est quelque chose qui a été fait par la DREAL et c'est plutôt intéressant. En fait, ils ont fait des prélèvements de l'eau de pluie. Pourquoi? Parce que comme ces polluants sont émis dans l'air, quand il pleut, la pluie ramène les polluants dans l'eau. Donc, dans la fameuse zone de 500 mètres, là où les légumes sont interdits et tout ça, l'eau souterraine et l'eau de pluie aussi. Donc, c'est vraiment... A fortiori, l'eau d'irrigation aussi qui est utilisée par les maraîchers dans les monts du Lyonnais. Alors, l'eau d'irrigation, c'est différent parce que c'est du Rhône. Là, par exemple, vous avez le Rhône, vous avez dit qu'il était pollué aussi. Oui, le Rhône est très pollué. La nappe du Rhône est polluée. Il est aussi pollué en surface, mais Louis vous a répondu tout à l'heure, ce qui a été retrouvé dans les légumes, en tout cas dans le sud lyonnais ou même dans l'ouest lyonnais, les résultats sont quand même beaucoup moins importants que ce qu'on a retrouvé à Pierre-Bénite. Ou les légumes du potager, par exemple, en face d'Arkema, sont arrosés avec l'eau souterraine, donc polluée. Juste pour l'Ouest lyonnais, en fait, le prélèvement d'eau pour l'Ouest lyonnais se fait au niveau de, je ne vais pas dire une bêtise, Méléry de mémoire. Et en fait, c'est dans le vieux Rhône. Et les rejets d'Arkema ont lieu dans le canal Usine. Donc, en fait, nous, on a fait analyser l'eau d'irrigation de l'Ouest lyonnais. Elle est très peu contaminée. Enfin, du même ordre que ce qu'on trouve au niveau de la Crépio-Charny ou sur. Voilà. C'est pas significatif. Bon, les 5 pays qui souhaitent l'interdiction des PFAS sont l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège. Merci, il y avait bien la Suède et la Norvège, mais pas l'Italie. Merci. Donc la France dit s'associer, mais n'est pas dans les demandeurs. Madame Européen dit aussi que vous voyez une inertie de l'administration par rapport aux PFAS, c'est pas une inertie. Quand on voit que la préfecture vient d'autoriser un nouvel atelier de 1400 m² utilisant 5 PFAS à Tahiti, on ne peut pas dire que c'est là, on ne peut pas appeler ça de l'inertie. Moi j'appelle ça presque de la provocation. Ou un assassinat programmé. J'en profite pour reposer une question à Lou.
En fait, pardon. Moi, j'avais compris que c'était le processus de fabrication de ces PFAS qui lâchait donc ou des processus de fabrication, par exemple, nous, c'est incendie, qui lâchait des PFAS dans l'environnement, mais que finalement, les produits finis, eux, ils n'étaient pas contaminants. Mais là, ce que la dame nous dit, c'est que en fait, le plastique, il est contaminant aussi. Alors non, c'est là où je j'ai comprends pas dit que le plastique était contaminé. J'ai dit que le plastique qui était produit, donc le PVDF, de dire que c'est un plastique inerte, c'est l'industrie qui le dit, c'est pas les scientifiques. Donc, quand on a cet argument de dire, on appelle ça un fluoropolymère, le PVDF, le BAL, le PTFE, le téflon, par exemple, le téflon qu'on a dans le poêle, de dire que ce PTFE est inerte, c'est l'industrie qui le dit. C'est un argument qu'ils défendent. Et pour l'instant, il n'y a pas de consensus du tout scientifique sur le fait de dire que les fluoropolymères sont inertes. Après, on est d'accord qu'ici, à Germanique et Oulin, ce qui nous intéresse, c'est effectivement les fluorosurfactants qu'on va utiliser dans la polymérisation du fluoropolymère à la fin. Mais tout ça pour vous dire que le produit fini à la fin, en fait, on ne sait pas, enfin, il y a quelques études, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Voilà. Les études là sur les cancers du rein, etc. Oui, ça c'est sur les fluorosurfactants. Oui, on n'a pas du tout d'études pour dire que le PVDF crée le cancer du rein. Une autre question? C'est sur moi que ça a tombé. Bon. J'avais une question. Ouais, je vais essayer comme ça, je bouge plus. Pour vous, Émilie Rousseau, à nouveau. Ouais, d'accord. C'était en rapport avec. En fait, la dernière réunion à laquelle j'ai assisté ici, c'était Cyril Isaac-Sibyl qui parlait donc de son rapport, qu'il allait sortir de manière imminente, et on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et c'est à cette même réunion qu'on a constaté, avec d'autres, qu'une de ses collaboratrices qui participait à la rédaction du rapport était elle-même lobbyiste auprès de... Enfin, voilà, travaillait pour des groupements d'entreprises qui essaient de se faire entendre, évidemment, au niveau de la Commission européenne. J'ai été étonnée que ça ne sorte pas dans les médias, que ce ne soit pas repris, en l'occurrence... J'entends pas la fin de la question. Ouais, du coup, j'imagine. Voilà. C'est effectivement une information qu'on avait eue, une information qu'on a investiguée. Cette personne a travaillé pour un lobby. On l'a interviewé. On a aussi interviewé Cyril Isaac-Sibyl. Pourquoi on n'a pas sorti, on n'a rien sorti? Parce qu'en fait, premièrement, il n'y a rien d'illégal à ça. C'est malheureux, mais c'est pas... Voilà. Ouais, elle est comme ça. En fait, c'était une ancienne lobbyiste de Thierry. On a appelé le lobby, et en l'occurrence, elle se présente pas comme ça, en tout cas. Elle était encore sur LinkedIn, elle était encore inscrite comme... et d'ailleurs, sa page LinkedIn a changé. Mais bon, bref, voilà. Elle affirme ne plus travailler pour le lobby. Le lobby affirme qu'elle ne travaille plus pour lui. Et c'est un lobby qui n'a jamais travaillé sur les PFAS. Donc, que vous dire à part que c'est une information, mais c'est pas une information seule qui peut... Enfin voilà, en tout cas on a estimé que ce n'était pas qu'une information seule qui pouvait faire un papier. Il faut un petit peu plus de matière. Enfin, je veux dire, on a les déclarations des uns et des autres, mais je comprends vos interrogations, mais voilà, en tout cas, on n'a pas ignoré... Elle était en CDI jusqu'en juillet 2023. Oui, elle était en CDI jusqu'en juillet... Non, enfin, elle a enchaîné les deux postes, mais elle a rendu son passe parlementaire à l'Union européenne. Donc elle a pu montrer. C'est quand même Business Europe qui a versé entre 4 millions et 4 250 000 d'euros pour exercer son lobbying. Oui, alors Business Europe défend, par exemple, Arkema fait partie de Business Europe parce qu'il y a France Chimie qui fait partie de Business Europe et que Business Europe, c'est grosso modo le MEDEF de l'Europe. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que
on a cherché des documents, on n'a pas constaté de lobbying particulier de Business Europe sur le sujet des PFAS. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, on ne l'a pas trouvé. Excusez-moi, François, j'ai une question très naïve, parce que là, vous avez expliqué qu'on filtre les eaux de Rhône. Mais qu'est-ce qu'on fait des filtres après, une fois qu'ils sont saturés, qu'ils sont pleins? Très bonne question. Voilà, comment on les recycle? Est-ce que finalement on les brûle? Est-ce que le fait de les brûler, ça détruit les PFAS? Enfin, voilà. En fait, ces filtres de charbon, ils sont régénérés. Donc souvent, on va les envoyer dans une entreprise qui est spécialisée dans l'incinération de ces PFAS. Souvent, c'est Chemviron qui fait ça. Alors, il y a eu une enquête récemment faite par la RTBF sur Chemviron et sur est-ce que cette entreprise émettait des PFAS. Je vous encourage à regarder l'enquête de mon camarade Emmanuel Morimont qui s'appelle PFAS quelque chose, enfin, bref, de la RTBF. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ces filtres, enfin ces charbons actifs, ils vont être brûlés et régénérés. Par contre, il faut savoir que pour détruire complètement les PFAS, il faut monter une température très élevée, je crois que c'est 1400. Ouais, moi j'avais 1400, mais bon voilà, entre 1200 et 1004. Donc c'est évidemment une problématique et bien sûr qu'ensuite il va falloir porter son attention sur ces stations, enfin sur les endroits où on brûle les PFAS. Après il y a une autre partie aussi qui est de déchets qui est plutôt enterré ou dépollué, enfin ça dépend les matrices.